Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 1h. La nuit est à vous. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vous, de vos tourments, de vos fragilités, de vos rêves. La ligne est ouverte au 39 21. À l'autre bout du fil, vous serez accueillis par Paul et Jeanne. Et c'est Julien Jaffray qui réalise l'émission ce soir et toute la semaine également. Vos SMS également qui me parviennent au 7 39 21. Vous les commencez par le mot nuit si vous voulez bien qu'ils arrivent jusqu'à moi. Et vos mails sur le site europe1.fr. Un petit mot également pour vous informer, pour vous prévenir que lorsqu'il y aura des matchs qui auront lieu pendant l'émission, des matchs de la Coupe du Monde, évidemment de football, nous ferons un point à certains moments. Donc ce soir, on fera un point à 00h30. Voilà, pour ceux qui sont passionnés par le foot, évidemment, Europe 1 est sur l'événement. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Merci à NJ déjà qui m'aide en disant il suffit d'avoir le choix pour être libre. Il faudrait déjà, me dit NJ, définir le mot libre. Moi je vous dirais que on se croit libre, mais dans la mesure où nous avons un inconscient, nous ne sommes pas tout à fait libres. Allez, si ça vous inspire, n'hésitez pas à m'appeler. On pourra parler philo aussi parce que ça aide également et ô combien à mieux vivre la philosophie. Pour le moment, on accueille Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Bonsoir. Caroline. Ben voilà, je suis une grand-mère qui est carrément désespérée parce que j'ai ma petite fille qui vient d'avoir 16 ans le 28 mai. Elle fugue parce qu'elle se retrouve en foyer. Ça fait déjà le 2e foyer qu'elle fait depuis le mois de janvier. Et elle va encore recharger de foyer parce qu'elle est infernale. Ça fait 15 jours qu'elle n'a pas mis les pieds dans ce foyer. Alors donc, il faut des déclarations à la police. Oui. Elle est déjà passée devant le tribunal avec le juge des enfants. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle se retrouve dans Facebook avec des tenues provocantes. On se demande où est-ce qu'elle a son argent parce que elle avait commencé un travail en tant qu'apprentie coiffeuse, mais comme elle a fait des bêtises, donc elle a été renvoyée. Et bon, elle peut, bien sûr, elle communique avec sa mère, mais... Et les parents, oui, j'allais vous demander, où sont-ils écoutez, c'est l'aîné d'une famille de 4. Et ma fille a divorcé quand elle avait 3 ans, donc c'est plus le même père, bien sûr. Alors donc ça fait des étincelles aussi, question du père aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à une décision de placement en foyer ? Qu'est-ce qui a elle supportait motivé plus d'être avec sa mère parce qu'elle s'entendait plus avec sa mère. Donc ils ont décidé toutes les deux qu'elle serait mieux ailleurs. Oui, d'accord. Et pourquoi là les fugues, c'est-à-dire c'est lié au changement de foyer ? Il y a quelque chose qui... Elle se plaît nulle part. Elle veut, pas bien. C'est justement la liberté, comme vous venez de dire. Mais de toute façon, elle a que 16 ans. Elle fait bêtise sur bêtise, elle a de l'argent, on se demande comment elle fait pour avoir de l'argent. Elle a passé 8 jours chez un bonhomme de 30 ans. Après, ici, elle a changé. Il va y avoir des poursuites, là. Hein, parce que comment ? Lui, il va y avoir des poursuites de son côté. Justement, non, on ne sait pas qui, on ne sait pas qui est, on ne sait pas où elle est. De toute façon, c'est le juge pour enfants qui s'occupe de la situation. Comme vous dites, je comprends votre inquiétude, mais là, il y a des avis de recherche. Et je ne sais pas pour si on savoir... fait quelque chose. Ah si, forcément. Si. Fugue de mineurs. Autant les disparitions d'adultes, c'est plus compliqué parce qu'on peut dire que c'est une disparition volontaire. En revanche, avec des mineurs, oui, bien sûr qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Ça, vous pouvez au moins en être sûr. On s'inquiète toujours quand il y a, même si on pense que ce n'est pas une disparition inquiétante et qu'on parle de fugue et que ça s'est déjà produit et donc finalement on l'a retrouvée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne la recherche pas. Parce qu'eux, ils partent du principe que si il la retrouve, elle va fuguer aussi vite. Ça sert à rien. Oui, enfin, qui part de ce principe ? La brigade des mineurs, parce que ma fille, elle vient encore. C'est-à-dire que effectivement, après, alors ça veut pas dire qu'il ne la recherche pas, malgré tout. C'est vrai qu'après, ça va être le travail des équipes éducatives qui s'occupent d'elle, de comprendre finalement
la raison de ces fugues et qu'est-ce qui fait que pour le moment, elle a une difficulté, un mal-être qu'elle ne peut exprimer que de cette façon-là. Oui, mais elle se met en danger, hein, à partir comme ça. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que soyez assurés qu'il y a des recherches qui sont entreprises. Alors, vous n'en êtes pas tenu au courant, je ne sais pas ce qu'il en est, enfin, quel échange vous avez avec votre fille. Oui. C'est sa mère, donc. Sa mère doit être tenue au courant. Oui, et puis moi, je téléphone aussi au foyer, puis on me dit que, vous savez, votre petite fille, elle est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait, mais enfin... nous, Oui, ils se montrent plutôt rassurants. Ils pensent qu'effectivement, elle va, c'est une fugue et qu'elle va revenir. Mais je suis d'accord avec vous que c'est quand même préoccupant et qu'il y a lieu de s'en occuper. Mais en tout cas, il y a forcément des recherches qui sont mises en place. Pourtant après, il faut... Elle se met sur Facebook et puis... Elle se montre, quoi. Oui, mais alors ça, malheureusement, c'est une pratique qui est très répandue et où les adolescentes, et d'ailleurs les adolescents aussi, ne mesurent pas toujours le danger qu'il y a à s'exhiber, parfois un peu de la sorte. Mais au niveau du foyer, de toute façon... Il y a une équipe éducative qui s'en occupera. La mère, si vous voulez, donc c'est votre fille, hein, c'est ça ? Oui. Bon, elle a des rendez-vous, j'imagine qu'ils font le point avec elle aussi de son côté. Oui, de temps en temps, elle doit aller sur place. Oui, si elle va aller voir une psychologue, mais si mademoiselle daigne y aller, parce que ça dépendra de son... Oui, mais au-delà de ça, du fait qu'on va lui proposer, de toute façon, et à un moment, on ne lui laissera peut-être pas le choix, même s'il est il est préférable qu'il y ait une démarche volontaire, parce que ça marche pas, les thérapies de force. Mais pour le moment, elle a du mal, comme souvent les adolescents d'ailleurs, à exprimer, à mettre des mots sur ce qui la tourmente, sur ce qui la fait souffrir, et donc elle agit et elle montre à tout le monde que elle était plus bien avec sa mère, mais elle n'est pas bien non plus dans ce foyer. Donc elle provoque tout le monde. Elle provoque, oui, parce qu'elle va pas bien. C'est sa façon d'exister pour le moment. Moi, il y a un problème derrière. Mais cela dit, il serait important aussi, et je pense qu'on le proposera à votre fille. Et le père, il est où d'ailleurs ? Parce que c'est pas parce qu'ils sont séparés que le père, il s'en fiche complètement. Oui, bon, tout ça n'aide pas. En tout cas, on pourra proposer à votre fille et peut-être au père, si on peut aussi, le juge pour enfants, on peut essayer d'entrer en relation avec lui, de le convoquer, de mettre en place, si vous voulez, que les parents également, enfin en tout cas que votre fille, puisque elle est présente, voit quelqu'un aussi, parce que si vous voulez, le travail qui est fait avec l'enfant, il est préférable aussi qu'il y ait une collaboration avec les parents, pour que l'enfant sorte de l'ornière. Quand un enfant va mal à ce point, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est qu'il y a autour un contexte familial, une histoire qui pose problème, qui pose question. Mais de toute façon, elle allait voir déjà un psychologue quand elle avait 3 ans. Alors, il y a longtemps qu'elle... Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Mais après, elle n'a plus voulu y aller parce qu'elle disait qu'elle n'avait rien à dire. Oui, bon, peut-être qu'à ce moment-là, elle n'avait plus rien à dire et qu'aujourd'hui, elle ne sait pas comment le dire. Alors... il faut rester... Vous, quel lien avez-vous avec elle ? Vous avez un lien Moi, je l'ai presque élevée quand elle était petite. Et puis, parce que je suis pas d'accord avec son comportement, maintenant, c'est tout. Elle me parle pas, elle me téléphone plus. C'est tout. Elle a carrément coupé les ponts avec sa grand-mère. Oui, mais parce que pour le moment, elle est en rupture avec la famille. Vous êtes aussi la mère de sa mère. Il y a, bon, voilà. Pour le moment, elle est dans cette révolte-là, dans ce conflit-là. Ça ne veut pas dire, ça ne présage en rien de l'avenir. Ça ne veut pas dire que votre petite fille va mal évoluer, va se mettre à aller très mal. Quand on se drogue, qu'on boit et qu'on fait les 400 coups avec des garçons, vous savez bien que c'est pas possible. Oui, eh bien, il y a un âge parfois où effectivement ça passe par la consommation d'alcool, peut-être l'usage de certaines drogues. Bon, on fait n'importe quoi. Elle, en tout cas, des relations avec les garçons. Oui, alors vous mettez tout bout à bout, mais il y a des adolescences qui sont plus compliquées que d'autres. Et pourtant, ça ne veut pas dire que ça fera pas des adultes qui iront bien plus tard. Vous voyez, c'est un âge où tout va très vite, où tout peut évoluer très vite aussi. Moi, je me retrouve carrément à l'abandon là, parce que je supporte pas cette façon de vivre. Oui, mais ne la figez pas là-dedans. Elle non plus, elle n'est pas bien.
Donc c'est pas cette façon de vivre, c'est qu'elle ne va pas bien, c'est qu'elle se cherche, c'est qu'elle est perdue et qu'elle n'a pas rencontré pour le moment d'adultes à qui parler et qui lui servent de balise un peu, de repère. Oui, mais elle tombe sur des drôles d'adultes, je crois bien. C'est le risque, effectivement, dans ce parcours, qu'elle tombe sur des adultes ou quand elle part avec des hommes qui peuvent un peu profiter de la situation ou qui sont eux-mêmes un peu largués, parce que ça arrive aussi, qui ne sont pas forcément... Il y a tous les risques possibles. C'est pour ça que les fugues, évidemment, on tire un signal d'alarme et que la priorité, c'est déjà de la retrouver. Ah oui. Vous n'avez aucune idée de là où elle aurait pu aller? Votre fille n'a aucune idée de là où elle pourrait se trouver? Moi, je crois qu'elle est dans l'île. Dans l'île, mais où? Ça, on ne sait pas. Dans l'île. Pourtant, j'ai dit à son père, vu qu'il habite l'île aussi, j'ai dit il pourrait prendre en photo et puis essayer de mettre des photos partout pour la retrouver. Il s'en fiche. Non. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche, mais si vous voulez, c'est pas perçu comme une disparition inquiétante. C'est-à-dire que c'est une fugue. Voyez? Donc ils font la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enquêtes derrière et que effectivement tous les éléments que vous pouvez avoir à votre connaissance, il faut leur communiquer. Mais effectivement, on met des affiches partout quand il y a une disparition inquiétante de mineurs. On pense qu'il y a eu un enlèvement. Mais bien sûr, j'entends bien que c'est toujours inquiétant, une fugue. Mais on sait aussi, elle a déjà fait... Où est-ce qu'elle était allée la première fois? On l'avait retrouvée chez cet homme-là, c'est ça? Non, mon Dieu, elle change d'endroit sans arrêt. Oui, elle a des liens, elle a gardé des liens avec des amis ou des gens qui... Elle s'est fait des amis en prenant le train. Alors, et des drôles d'amis. Oui. C'est-à-dire elle peut tomber sur des gens qui sont peut-être un peu paumés et tout, mais sans être forcément dangereux pour elle. Et puis, elle peut aussi, le risque évidemment, c'est tomber sur quelqu'un qui est beaucoup plus dangereux. Ah oui. Mais en même temps, elle semble... elle a des ressources, votre petite fille. Jusque-là, elle a rencontré des gens qui sont peut-être pas ceux que vous souhaitez, mais... Jean Dubois, il lui est rien arrivé. Donc il faut espérer. Si vous voulez, c'est pas parce que il y a au foyer où ils ont donné un signalement, tout est mis en place. C'est ce qu'il faut vous dire déjà. Et si il y a des choses qui vous reviennent d'une info où elle peut vous contacter, dites-vous aussi qu'elle peut vous contacter, même si elle est en conflit, en rupture pour le moment. Elle peut vous contacter aussi. Ça peut bouger ou d'elle-même vouloir rentrer. Non, elle avait dit à sa mère qu'elle allait rentrer au foyer dimanche, donc hier. Et puis elle n'est pas rentrée. Hein. J'ai téléphoné à sa mère. Et elle était partie où là, entre elle fugue chez des personnes, je ne sais pas moi. Donc elle a eu sa mère quand même dimanche. Oui. Donc vous voyez, ça c'est plutôt très rassurant. Comment? Elle téléphone en pleurant. Elle était dans les rues de Lille, elle pleurait et elle se sentait pas bien. C'est normal, hein, si elle parlait de trucs qu'il ne faut pas. Alors moi, non, pas forcément, ou qu'elle était un peu inquiète. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui a dit, votre fille? Parce qu'elle appelle au secours quand même. Oui. Il s'occupe trop de toi, mais comme ça, non, elle prétend pas. Elle dit qu'elle est aussi bien avec ses amis. Elle voulait peut-être retourner chez sa mère à ce moment-là. Ils veulent pas, normalement, elle n'a pas le droit. Non, je comprends, mais elle appelait quand même sa mère à ce moment-là. Ah oui. Voyez, alors ça c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que elle sait qu'elle peut appeler quand même. Et peut-être qu'à ce moment-là, votre fille, si votre petite fille appelle votre fille, il faudrait à ce moment-là qu'elle puisse lui dire: je viens te chercher, où es-tu, je viens te chercher. Voilà. Voyez, pas lui dire d'emblée au téléphone en tout cas, même si c'est vrai qu'il y a un placement qui a été décidé en foyer, mais que si elle vous appelle vous, si elle appelle votre fille, pouvoir lui dire: écoute, tu es où ma chérie, on vient te chercher, ne t'inquiète pas, on est là. Parce que quand elle appelle comme ça en pleurant, elle appelle au secours quand même. Ah oui, c'est sûr. C'est comme une enfant qui est perdue. Donc il faut lui donner quelque chose de concret ou lui dire: écoute, ne prends pas de risque, voilà, gardez le lien. Mais elle l'a pas rompu le lien, ça c'est plutôt rassurant. Oui. Mais dites bien à votre fille, je pense qu'on va en parler avec elle, si elle la rappelle, à ce moment-là. Votre fille est à Lille également? Non, on n'habite pas loin, on habite à 15 km de Lille. Oui, mais dans ces cas-là, on se déplace, de pouvoir aller la chercher à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Et elle lui a dit, elle lui a pas dit à ce moment-là où ce qu'elle faisait, qu'elle était dans les rues de Lille. Oui, mais elle dit pas où, hein. Mhm. Parce que son père il est sur place quand même, je suis sûre qu'il le retrouverait, hein. Son père est sur place. Ah oui, il habite Lille. Eh ben, il y a peut-être une piste à explorer. Peut-être qu'elle cherche à partir, à retrouver ce père qui se désintéresse d'elle, oui, mais semble-t-il. C'est un étranger, alors Peu importe, c'est son père. Oui, pour elle, c'est pas... Ils n'ont pas les mêmes mentalités que nous, hein. Bon, écoutez, alors ça reste à prouver, hein. Ça veut rien dire, parce ça. Que moi, je lui ai téléphoné, il m'a dit que c'était pas son problème. Bon. Non, mais ça, oui, ça c'est un problème qu'il se désintéresse d'elle, mais c'est pas une question qu'il soit étranger. Il y a des pères qui sont étrangers et qui peuvent être très présents pour leurs enfants, et à l'inverse, on connaît des bons Français comme vous et moi qui aussi sont totalement irresponsables. Donc c'est pas une question de nationalité, hein. Non. Maintenant, si elle est à Lille, c'est peut-être parce qu'effectivement, elle recherche ce père aussi. En tout cas, elle a envie de le voir, si elle sait qu'il est là. Non, elle ne veut plus en entendre parler, non. Ah non. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas de réponse à vous apporter par rapport à ce désarroi que j'entends, si ce n'est de vous dire de garder confiance, de garder espoir. Ce qui est quand même très rassurant, c'est qu'elle donne signe de vie, qu'elle sait appeler. Oui. Et c'est vrai que on peut penser qu'elle va rappeler ou qu'elle va revenir d'elle-même, quand à un moment elle va se rendre compte que ça tourne trop à la galère. Et à ce moment-là, si elle rappelle, il faut vraiment le maintenir, dire on vient, on est là, voilà, on tient à toi. Et il faut que tu fasses attention, tu peux pas rester comme ça dans la rue, c'est trop dangereux. Bah oui, c'est sûr. Moi, je sais bien que je me fais beaucoup de soucis pour elle. Mais, cela dit, je vous dis, je comprends votre souci en tant que grand-mère et de vous dire elle va mal tourner, elle va basculer, partir dans des voies vraiment problématiques de délinquance haute. Ça ne veut rien dire, je vous assure. Pour avoir vu des parcours de jeunes garçons ou de jeunes filles qui ont eu des adolescences vraiment très tourmentées, très chaotiques, et qui sont devenus des jeunes gens structurés, bien construits. Ça ne préjuge en rien de l'avenir, vraiment. Ben, si jamais il y a des personnes qui m'entendent et puis qui ont les mêmes problèmes que nous, si ça les intéresse ça, je pense pas que ça vous aide beaucoup, en revanche, d'avoir en plus des gens qui auraient des problèmes similaires à vous. Vous voyez, ça fait des problèmes qui se surajouteraient aux vôtres, qui sont déjà assez importants. Ah oui. Hein, donc, je pense qu'il faut vraiment s'il y a des choses qui vous reviennent, des indications, pouvoir en parler à la brigade des mineurs. Le foyer, de toute façon, vous tiendra au courant. Ils n'ont pas accepté la dernière fois. J'ai appelé, moi, directement à la brigade des mineurs. Ils n'ont même pas compris que j'étais la grand-mère, que je me mêlais de ça. J'ai dit, écoutez, c'est ma petite fille quand même, hein. C'est-à-dire que, eux, ils sont dans quelque chose d'une efficacité aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, ils sont pas dans un soutien psychologique auprès de vous. Comme le nom l'indique, c'est brigade des mineurs, donc qui s'occupent de la protection des enfants, des adolescents, des mineurs qui sont en danger. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont insensibles à votre désarroi, mais qu'ils ne peuvent pas y apporter la réponse que vous souhaitiez, l'écoute que vous attendiez. Eux, si vous les aviez appelés en disant « Voilà, je suis la grand-mère de cette jeune fille et j'ai telle information à vous apporter », ils l'auraient pris en compte. Mais pour répondre à vos interrogations, non, parce qu'eux, ils sont sur le terrain à essayer de la localiser par tous les moyens possibles. Ma fille, elle avait fait des enregistrements pour leur montrer, puis pour en finir, ils n'ont même pas voulu regarder. Peut-être parce que pour eux, vous savez, ce sont des professionnels, hein. Il faut vraiment leur faire confiance. La brigade des mineurs sont des policiers qui sont vraiment spécialisés dans ces questions comme ça d'enfants, d'adolescents en grande difficulté. Ils côtoient vraiment l'humanité dans ce qu'elle a souvent de plus difficile et de plus terrible. Donc vraiment, c'est qu'ils ont dû estimer que les enregistrements qu'avait fait votre fille n'allaient pas leur apporter une piste intéressante pour eux. C'est difficile de faire la part des choses entre vous, votre détresse de famille, hein, qui avait envie, bien sûr, de trouver une écoute, d'être rassurés, et puis eux leur objectif, c'est l'enfant. Et c'est soit de
le protéger quand il est dans une situation difficile, de savoir aussi les adultes auxquels ils ont affaire, ce sont aussi, parfois ils ont affaire à des parents maltraitants, à des parents qui abusent de leurs enfants, enfin vous voyez, ils côtoient tout ça, hein, le plus sordide. Donc ils n'ont pas le temps, effectivement, d'accorder l'écoute et le soutien psychologique, c'est pas leur rôle là. Eux, ils s'occupent des mineurs en danger. Ben oui, ça je sais. J'ai un message de quelqu'un qui dit « J'ai 45 ans, un parcours difficile, ado. Aujourd'hui, je suis éleveur et cavalier et j'accueille beaucoup d'ados placés en foyer. Et malgré des faux pas, ça s'arrange le plus souvent. » Justement, ma petite fille, elle aime bien justement dans le milieu équestre. Ça tomberait bien. C'est vrai ? Elle a déjà fait un petit peu, elle aime bien. Oui, et ben ça, là aussi, c'est un bon ancrage, ça. De pouvoir justement prendre soin, ça ramène bien les pieds sur terre, de s'occuper, d'être dans ce milieu équestre. Ça veut dire que déjà il y a une passion, il y a un goût de s'occuper des chevaux, parce qu'il faut les soigner, il faut et donc c'est prendre soin. Ce qu'elle a du mal à faire pour elle, elle sait le faire pour les chevaux. Ça veut dire qu'il y a une base, il y a une assise. Oui. Vous voyez, où elle a quelque chose où elle garde les pieds sur terre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des adolescents qui, à un moment, vont s'abîmer un peu dans de l'addiction, vont s'abîmer. Mais c'est rarement irrécupérable. Quand il n'y a pas, vous voyez, de pathologie mentale derrière, de pathologie psychiatrique. On est dans quelque chose d'un appel au secours qui se manifeste de cette façon-là. Je crois qu'on a puisque vous avez fait un peu un appel aux auditeurs un peu qui auraient peut-être traversé des difficultés comme les vôtres. Donc je crois qu'il y en a qui voudraient en tout cas en parler avec vous à l'antenne. Alors je ne sais pas qui est là, d'Hélène ou de François. Hélène ou François ? C'est François qui est là. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. J'étais en train d'écouter l'émission. Vous êtes en kit main libre ? Voilà, je m'arrête dans quelques secondes, j'ai la prochaine sortie, j'étais en train de rentrer chez moi et je sors justement du travail, je suis éducateur spécialisé sur la métropole lilloise. Donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Ah bah alors là, vous tombez à pic. Oui. Voilà. Bon ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'intervenir. Alors, garez-vous. Vraiment, ça sera plus simple. Hein. Je préfère ça que de vous avoir comme ça. Ne prenez pas de risques inutiles. Garez-vous. Je poursuis. Je poursuis un peu avec Julie. Donc vous avez bien fait de lancer un appel. C'est pas tant dans le fait d'avoir des personnes, des parents ou des grands-parents qui eux-mêmes seraient dans cette difficulté, hormis s'ils ont pu les surmonter, parce que c'est ce que je vous dis. Il s'agit pas d'ajouter des problèmes aux problèmes, mais des personnes qui sont sorties. Et comme François, qui est éducateur spécialisé dans la région lilloise. Donc j'imagine qu'il a des choses à vous dire, parce que des adolescents comme votre petite fille qui traversent des moments difficiles, qui ne vont pas bien, c'est son quotidien. Je pense qu'il y a également Catherine qui ne va pas tarder à être avec nous. Je regarde avec Paul qui est en grande discussion en régie là. Lui demander si Catherine est là. Je ne sais pas, mais on va peut-être l'accueillir parce que Catherine aussi est éducatrice. Est-ce que vous êtes là, Catherine ? Oui, je suis là. Merci. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Voilà, donc moi je voulais appeler parce que voilà, quand un enfant, vous disiez qu'elle avait appelé, c'est un appel au secours, c'est clair. Oui. Vous savez, l'amour, ça va dans, c'est pas aux adultes, c'est les enfants qui attendent, des adultes. Oui. Donc voilà, le moindre appel, le moindre signe, il faut répondre, quoi. Voilà. C'est un appel, c'est clair. Elle a appelé, mais il faut même pas hésiter, quoi. Oui, c'est pas dire, écoute, rentre dans ton foyer, parce que même si à ce moment-là, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'il faudrait faire, mais elle a besoin là. Elle appelle sa mère, c'est au secours, quoi. J'ai besoin, je suis perdue. Voilà, donc c'est je viens, je t'aime, je pense que c'est, voilà. Tu peux compter sur moi. Oui, et si elle appelle, c'est déjà très bon signe, quoi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'ados qui le font pas, qui restent dans, voilà. Donc le moindre signe, qu'elle appelle sa grand-mère, sa mère, peu importe la situation, il faut dire je suis là, voilà. Oui. Moi, c'est ce que je pensais que ma fille, elle allait faire tout de suite, d'aller la chercher dans l'île, mais... Oui, mais elle a vous savez, dans ces cas-là, on peut être pris au dépourvu. Votre fille se sentait un peu démunie. Bon, il y a tout lieu de penser qu'elle va rappeler votre petite fille. Elle va rappeler.
ils communiquent souvent ensemble, mais c'est parce que elle est toujours osée d'être dans le foyer, elle est toujours en vadrouille, elle veut pas rester là-bas, elle aime pas d'être enfermée. Mais parce qu'il y a un cadre, à la fois elle est plus bien dans sa famille, elle n'arrive pas à trouver sa place, mais évidemment que les adolescents, quand ils arrivent, qui sont mal, qui sont en conflit, qui sont en révolte, ils acceptent pas de gaieté de cœur un foyer. Ils sont contraints, là. Ils sont contraints, on leur impose un cadre de se confier, de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils se retrouvent avec d'autres jeunes qui sont en difficulté, avec qui ils n'ont pas forcément d'affinité. Donc, il faut du temps pour se créer un lien avec l'équipe éducative, avec les autres jeunes, enfin, pour se trouver un peu, comprendre que c'est dans leur intérêt. Eux, ils le vivent comme une punition. Pas tous, hein, mais bon. Catherine, vous voulez ajouter... Vous êtes éducatrice dans un foyer, justement, ou vous êtes à l'aide sociale à l'enfance ? Et donc les jeunes, quand le moindre appel, enfin voilà, c'est viens me chercher, c'est aime-moi, quoi, voilà. Hein, donc je pense qu'il faut réagir à ça, quoi. Le moindre appel, c'est je viens. Je pense... Voilà, et le foyer, c'est le foyer. Les éducateurs, on fait ce qu'on peut, voilà. Mais on n'est ni la mère, ni le père, ni la grand-mère. Elle passe par la fenêtre, elle se sauve. Elle veut pas rester, et puis elle préfère la rue. Mais oui, mais c'est pas qu'elle préfère, c'est que pour le moment, dans la rue, elle rencontre des gens qui sont un peu perdus, comme elle, des jeunes. Vous savez, l'adolescence, c'est comme une deuxième naissance. Il faut qu'ils accouchent d'eux-mêmes. C'est pour ça que parfois, pour certains, il y a des naissances qui se passent bien. Et puis il y a des naissances qui sont plus difficiles, plus compliquées. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'ils ont tant besoin de balises et de repères sur leur route. Et quand il arrive que les parents eux-mêmes sont un peu perdus pour des raisons liées à leur vie personnelle, à leur parcours, à leur trajectoire, eh bien, ils ont personne à qui se confronter. C'est là où le foyer, l'équipe éducative, souvent fait un travail formidable avec ces jeunes. Et voilà, il y a un pas de côté de fait, mais ils peuvent se remettre sur la route et continuer à avancer. Au moment où elle appelle, il faut répondre, quoi. C'est certain. Voilà, parce que elle envoie beaucoup de textos à sa mère. Donc c'est énorme, ça. C'est énorme. Ça veut dire qu'elle est en lien, vous voyez, avec elle, qu'elle a besoin d'elle. Voilà. Bon, donc il y a quelque chose, et à mon avis, l'équipe éducative va travailler avec votre fille, hein, parce que elle attend. Qui communiquent plus du tout avec leur famille, hein, plus du tout. Donc là, si elle envoie des textos, c'est qu'elle a envie quand même de garder ce lien. Le lien, oui. Et puis à travers ça, c'est est-ce que je compte pour toi ? Est-ce que tu m'aimes ? C'est ce que vous disiez, Catherine. Est-ce que je compte finalement ? Elle a eu 2 petits frères qui ont suivi, plus une petite sœur, et ça, elle n'a pas supporté. Oui, peut-être, oui. Elle n'a pas supporté. Elle voulait rester toute seule avec sa mère. Oh, oui, c'est sûr et certain. Surtout qu'elle a déjà un père qui ne s'occupe pas d'elle, donc elle pouvait avoir l'impression à ce moment-là de ne plus avoir de place. Elle attendait toujours à la fenêtre avec son petit baluchon, que son père il vienne la chercher. Combien de fois j'ai vu ça, puis pour en finir, non, monsieur, il voulait pas, il disait qu'il travaillait. Voilà. Elle a vu que ça toute sa vie. C'est énorme, ça. Voilà. Donc là, si elle appelle, si elle envoie des textos, c'est que... Oui, surtout être là et c'est qu'elle maintient un lien et c'est qu'elle tient quand même à rassurer aussi sa mère. Hein. C'est une façon de dire... donc elle n'est pas en rupture totale et en errance. Non. C'est très rassurant, ça. Pourtant, c'était sa mère qu'elle pouvait plus... Au début, elle pouvait plus voir sa mère. Il fallait qu'elle s'en aille de chez sa mère. Oui, mais on s'attaque d'autant plus à ce qu'on aime. Oui, c'est sa mère qui était là. Mais oui, c'est derrière, il y a énormément dans cette révolte, dans cette agressivité, il y a aussi une demande affective énorme, en fait. Et d'ailleurs, on voit bien cette demande, elle s'exprime à travers cet appel au secours, à travers les textos qu'elle lui envoie. C'est occupe-toi de moi. Et même si, dans les faits, pour le moment, il était préférable qu'elle soit dans un foyer parce que elle est très ambivalente. Certainement, elle voudrait que ça soit sa mère qui s'occupe d'elle, mais dans les faits, quand elles sont toutes les deux, ça se passe très mal. Donc, il vaut mieux trouver à un moment se séparer pour mieux se retrouver plus tard. Mais là, elle est dans cette période intermédiaire où elle veut pas du foyer, elle renvoie tout balader, elle voudrait sa mère, même si avec sa mère, ça se passe pas bien quand elles sont ensemble. Donc, il faut trouver un entre-deux. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on accueille François ? Moi, je connais des cas beaucoup plus désespérés, quoi. Des enfants vraiment qui veulent plus communiquer. Et là, si elle envoie des textos, c'est un bon signe. Enfin, je trouve que, voilà. Donc, il faut prendre ça en considération et ne pas la laisser tomber, voilà. Surtout, et ne pas porter de jugement. Même si c'est difficile, même si elle est agressive, il faut lui dire, on est là, quoi, voilà.
Oui, moi je lui ai envoyé une petite carte pour son anniversaire. Voilà. Elle m'a pas donné signe de vie, mais mais c'est pas grave. Elle le verra quand même. Vous savez, c'est à nous de donner l'amour aux enfants et eux, quand ils pourront, ils le rendront. Voilà. Moi, je voudrais tant qu'elle revienne. Mais elle va revenir, rassurez-vous là-dessus. Elle va revenir. C'est évident qu'elle va revenir. Sinon, elle n'appellerait pas sa mère comme elle le fait. Merci beaucoup, Catherine, de votre intervention. Bonne soirée à vous. Et on va retrouver François qui s'est garé entre-temps. Bonsoir, François. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, François. Alors, François, vous êtes éducateur spécialisé, justement, dans la région lilloise. Sur la métropole lilloise, oui. Donc, forcément, l'appel de cette grand-mère, de Julie, qui vous dit que sa petite fille erre dans les rues de Lille, ça vous interpelle? Tout à fait, parce que je travaille avec ce profil type d'adolescent, d'adolescente en plus, vu que c'est une structure qui accueille que des filles. Donc on rencontre très souvent des jeunes filles qui sont effectivement dans ce type de parcours. Et je voulais rassurer sur le travail qui était fait en général par les équipes éducatives et expliquer que c'était un travail qui était fait sur du très 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 long terme. C'est-à-dire que quand on établit une rencontre avec une jeune, on pense à très long terme. On pense là l'accueil tout de suite, mais on pense aussi à la jeune qu'on va avoir et qui sera une adulte. Et donc toutes les difficultés rencontrées et celles qu'on essaye d'accompagner, on les objective justement pour une vie d'adulte. C'est-à-dire que la difficulté du moment n'est que celle du moment. Et on voit je vous entends moins bien. Je vous entends. Je disais, on voit... Allô ? François, je vous entends moins bien. Oui. Pourtant, je n'ai pas bougé, là. Parce qu'on n'est pas loin. Allô ? Ça y est, je vous entends à nouveau. Voilà. Et je disais, comme vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est que on peut effectivement s'inquiéter pour une jeune, mais très 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 souvent, on voit les parcours de jeunes qui finissent par s'en sortir parce que ce qu'on aura fait, ce qu'on aura donné de bien comme des piliers, comme des ressources et comme des modèles, finalement, reste paradoxalement à ce qu'on pourrait croire là actuellement dans la situation. Donc je voulais la rassurer sur le travail qui a été fait par les équipes éducatives. Des jeunes filles qui arrivent comme ça, où ça se passe mal avec, si elles arrivent là, c'est parce que dans leur famille, ça ne se passe pas bien, il y a trop de conflits, mais qui en même temps rejettent le foyer et fuguent. C'est une situation, finalement, ça fait partie du quotidien pour vous. Ça fait partie de ce qu'on rencontre effectivement régulièrement et ça fait partie... on a beaucoup de jeunes filles dans ce type de profil, effectivement. Et je voulais juste un petit mot par rapport à ce que j'entendais de l'éducatrice qui intervenait. Si je peux me permettre, c'est... elle n'est plus là, c'est dommage, mais oui. D'accord. Dans la façon dont on voit les choses, il n'y a aucune situation désespérée. Aucune. Non, mais vous avez raison de préciser. À cet âge-là, c'est vrai. Elle veut même plus aller à l'école. Elle veut plus entendre parler d'école. Elle dit qu'à 16 ans, elle a plus d'aide à l'école. Alors, c'est pas normal, ça. Mais non, mais en ce moment, elle est dans la révolte. Vous nous entendez plus, François? Ça y est, je vous entends. Non, mais en ce moment, elle est dans la révolte. Donc, en ce moment, elle refuse tout. Tout ce qui lui est proposé, tout ce qui est institution. Mais c'est une phase comme ça. Voilà. C'est une phase. C'est-à-dire que vous-même, il faut... Et c'est compliqué en tant que parent, en tant que vous, la grand-mère, mais justement de ne pas désespérer. Si vous désespérez de la situation, en qui elle va pouvoir s'appuyer? Oui, c'est pour ça que le mot pour moi était important. Il n'y a aucune situation désespérée. Même quand on a un caractère aussi retors. Je vous rassure. C'est pas un caractère retors. Hein. Moi, pardonnez-moi, mais je vous reprends là-dessus parce que parler de caractère, ça serait quelque chose d'inné et que ça ferait partie de sa personnalité d'être comme ça. Votre petite fille, elle exprime à travers ses comportements une souffrance, une difficulté, un mal-être. Moi, c'est ce que je pensais, mais moi, ma fille, elle me dit toujours, elle est venue au monde comme ça. Et ça, je ne crois pas. Oui, alors déjà, si on part avec oui, si elle est venue au monde comme ça, on peut plus rien faire alors. Ça veut dire, il y a des bébés qui viennent au monde avec un caractère retors. Non. Moi, je dis non, quand même pas. Il y a une part de personnalité, il y a une part de aussi qui se construit dans l'environnement. Mais votre fille ça montre que il y a lieu de travailler. Et j'imagine, François, vous le proposez. Il y a un travail à faire auprès, bien sûr, de l'enfant, de l'adolescent, là en l'occurrence, mais aussi de la famille. De toute la famille. Mais oui. Voilà, c'est au sein de toute la famille.
c'est au sein de toute la famille pour partir du principe, hein, le mot que vous disiez tout à l'heure, le caractère, c'est de partir du principe que les choses sont mouvantes, qu'elles peuvent bouger, que tout peut bouger. Surtout à cet âge-là, c'est tout, c'est toutes les cartes de l'enfance qui sont en train de se rejouer, ce qui n'a pas été bien vécu, bien élaboré. Et c'est une période où ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Donc évidemment, il ne s'agit pas de minimiser le fait qu'une jeune fille qui fait une fugue, c'est une situation, on banalise pas du tout la fugue. La fugue présente un caractère à risque parce qu'on ne sait pas les rencontres qu'elle peut faire. Donc il est important de tout faire pour la retrouver, la localiser, d'autant plus qu'elle donne des signes de vie et de contact à sa mère, et après de mettre en place un projet avec elle, avec la mère. Peut-être effectivement le juge pour enfants, si on a l'adresse du père, s'il est toujours présent, on essaiera quand même de l'associer. Si vraiment il veut pas, malheureusement on peut pas le forcer. Mais bon, vous voyez, je reçois encore quelqu'un me dit, ma fille a vécu 7 ans en foyer, en semi-rupture avec sa famille. Ça a été très dur. Maintenant, elle est adulte et elle est très proche de sa mère et de sa grand-mère. Elle s'en est bien sortie. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les parcours. Et vu le nombre d'années que j'ai exercé et l'expérience, très très souvent, on voit des adultes revenir et exprimer ce par quoi ils sont passés et comment ils l'ont vécu et justement toutes les retrouvailles qui se sont faites. Mais la plus grande réussite, je pense, pour l'ensemble, c'est à partir du moment où personne n'a désespéré. C'est une tempête très très violente. Il faut juste tenir pendant cette tempête. Mais une fois que la tempête sera revenue, il y a des choses à construire qui peuvent être magnifiques derrière. Et c'est ce qu'on dit toujours, nous. Et vous savez, pour vous dire aussi, Julie, on parle souvent d'eux à ce moment-là quand ils commettent certains actes ou certains... on parle souvent comme s'ils étaient mauvais, alors qu'ils ne sont que malheureux. Et souvent bien au-delà de ce qu'ils peuvent en dire. Oui. Faut jamais oublier ça. Donc il n'y a pas d'enfant, si vous voulez, il y a pas, elle est pas retors, elle a pas un caractère. Elle est malheureuse, votre petite fille, et elle a besoin effectivement d'être entourée, d'avoir un cadre rassurant. Et c'est vrai que, je sais pas ce que vous en pensez, François, mais on a beaucoup trop tendance à stigmatiser la violence ou les errements des adolescents, comme si ça faisait partie de leur personnalité. Non, c'est toujours le signe qu'il y a quelque chose qui va mal. C'est pour ça qu'on n'emploie pas le terme de violence. On emploie le terme d'agressivité. Voilà, parce que la façon dont on définit, nous, la violence, c'est... alors là, c'est psychologique, hein, c'est la pulsion de mort, alors que l'agressivité, c'est la pulsion de vie. C'est cette expression qui nous tire vers la vie et qui, en fait, nous sauve. C'est une façon de se sauver. Et charge à nous, adultes, d'apprendre à recevoir cette agressivité pour qu'elle puisse sortir et qu'on puisse accompagner ces jeunes. Ce que disait le professeur Philippe Jamet, que j'avais reçu un dimanche où on parlait justement des adolescents, il disait que dans ces conduites de destruction, il y avait aussi une très grande pulsion de vie. Il y avait quelque chose, une très grande énergie qui pouvait se retourner justement, être à leur profit, au profit de leur développement. Donc il faut jamais perdre espoir, même si vous parliez de tempête, François, la famille, les parents, les proches sont mis à rude épreuve. Vous savez, c'est pour ça aussi, Julie, pourquoi il y a la justice n'est pas la même pour les mineurs et pour les majeurs. C'est parce que justement, on considère qu'à cet âge-là, rien n'est figé, rien n'est définitif, et que ils sont des êtres en devenir. La justice, elle est claire, elle parle de protection de l'enfance. On n'est toujours que dans de la protection. Voilà. Donc c'est important de ne pas y toucher, d'y veiller. Ça n'a pas été mis en place n'importe comment, tout ça. Bon, Julie... Elle est dans un foyer, elle ne devrait pas se sauver comme ça. Mais bon, on ne peut pas refaire le débat. Dans ce foyer, pour le moment, c'est pas son foyer. D'accord ? C'est pas, donc elle admet pas ça, et puis dans ce foyer, il faut qu'elle trouve des cadres, des repères, et qu'elle puisse arriver à parler de ce qui la rend malheureuse et qui fait que pour le moment, elle est un peu en errance. Là, elle va encore changer, elle va se retrouver dans la. Alors Annick dit, allez, courage, donnez-lui, pas forcément, donnez-lui des signes d'amour, elle en a besoin. Quelqu'un dit, justement, c'est la personne, je crois, qui est Cavalier, qui dit, j'ai vu souvent des parents se retrouver autour d'un projet ou d'une responsabilité commune que je leur confiais. Et en tout cas, gardez espoir et bon courage à cette grand-mère qui me rappelle beaucoup la mienne, dit cet auditeur. Je peux aussi la rassurer, si je peux me permettre. Une dernière chose. Voilà, sur le changement de foyer, c'est pas forcément une chose inquiétante parce que
même si c'est difficile, même si parfois des jeunes changent beaucoup de foyers, vaut mieux effectivement changer jusqu'à ce qu'on trouve une rencontre qui nous permette de nous apaiser, sachant que c'est toujours un regard nouveau sur une personne à chaque changement. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler. C'est-à-dire que peut-être que dans ce nouveau foyer, il se peut qu'elle trouve une personne, un accroche, qui va lui donner un autre regard que celui qu'elle a effectivement trimballé jusqu'à présent. Et là, il se peut qu'elle accroche. D'accord. Merci beaucoup François. Vous sortez vous sortez du travail, je sors du travail. Oui. Ouais. Terminé tard, hein? Ouais. Oui, j'étais censée terminer plus tôt, mais je vais jusqu'au bout de mon travail. Vous faites un peu de rab avec nous là, pour essayer de rassurer Julie. Oui. Merci. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la peine d'appeler, François. Merci de m'avoir accueilli. Et Julie, écoutez, soyez confiante. Il y a tout lieu de penser que votre petite fille déjà va revenir et que les choses vont s'apaiser. Vous pourrez nous donner de vos nouvelles et des siennes? Oui, d'accord. D'accord. Oui. À bientôt alors. Au revoir. Caroline. Au revoir Bonsoir, Julie. François. Au revoir François. Merci beaucoup. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Un petit message encore de Christelle qui dit il faut des repères fiables à cette jeune fille, le temps qu'elle s'en construise de nouveau. On va maintenant accueillir Hélène. Bonsoir Hélène. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. On va rester dans le registre d'une grand-mère qui s'inquiète pour ses petits-enfants. Pas au même niveau, oui. Moi, j'ai 3 petites filles. Alors, l'aînée a 5 ans et demi, la deuxième va avoir 4 ans et la troisième a 2 mois. Alors, c'est celle du milieu qui me préoccupe un petit peu parce que c'est une enfant qui est excessivement dégourdie, qui est presque comme un garçon manqué. Elle a peur de rien, elle grimpe partout, enfin, elle fait des trucs pas possibles. À l'école, il n'y a aucun souci. Elle s'entend très bien avec la maîtresse qui la comprend très bien aussi. Mais je trouve qu'à la maison, on a tendance un petit peu à la gronder un peu durement, à mon avis, parce que ils savent pas comment s'y prendre. Alors ils ont essayé plusieurs méthodes. De donner des fessées, ça marche pas. Je trouve qu'elle est un peu petite quand même pour avoir des fessées à cet âge-là. Ou alors leur maison est en étage et quand elle fait des bêtises, ils la descendent au rez-de-chaussée toute seule et en attendant que ça se passe. Et puis c'est une petite fille. Le rez-de-chaussée, c'est sa chambre qui est au rez-de-chaussée? Non, le rez-de-chaussée c'est l'entrée. L'entrée de la maison est au rez-de-chaussée. C'est une toute petite entrée où il y a les vélos, il y a les poussettes. Et pourquoi à ce moment-là, ils la mettent pas dans sa chambre? Parce qu'elle pourrait lui dire d'aller se calmer, c'est pas mal ça, lui dire de se calmer, le temps qu'elle se calme un peu dans sa chambre. Bon, il y a une petite sœur qui vient d'arriver là aussi, une petite sœur de 2 mois, ça doit pas arranger la situation, il faut bien qu'elle elle est au milieu, hein. Voilà, Il y a l'aînée, elle a ce rôle-là qui lui est donné, qui est pas simple, hein, mais enfin le rôle d'aînée un peu, qui est plus valorisant. Elle, c'est celle du milieu, la petite lui vole un peu sa place. Peut-être qu'elle existe comme ça en ayant beaucoup de qualités, puisque vous dites qu'elle est très dégourdie, elle a su se faire aimer de sa maîtresse, donc elle sait se faire aimer, cette petite fille, hein. Elle se fait pas rejeter. Non, mais c'est important, ça veut dire qu'en classe, elle pourrait aussi avoir un comportement très turbulent qui amènerait à ce qu'elle soit punie, à ce qu'on la mette un peu à l'écart. C'est pas le cas. Non, mais d'ailleurs, la maîtresse, elle l'a mise dans sa poche. Elle est très drôle parce qu'il y a eu des enfants qui sont entrés à l'école à la rentrée après les vacances de la Toussaint et des enfants qui venaient de crèche, sans doute qui étaient un petit peu perdus au milieu d'autres qui se connaissaient déjà. Et elle est allée les voir, elle a dit « Ici, c'est moi qui décide ». Bon, ça a le mérite d'être clair. Ah oui, non, mais ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai entendu ça, parce que je me dis, ça va, elle est à l'aise. Là, c'est ça. Son troupeau égaré, là, les brebis égarées, elle les ramène dans le droit chemin, il n'y a pas de souci. Oui, donc ça veut dire qu'elle est, elle est bien dans sa peau. Alors, pour les parents, évidemment, avec 3 enfants, dont une petite qui vient d'arriver, par moment au quotidien, oui, elle doit être un peu fatigante par son énergie, sa vitalité. Mais rien de grave. C'est une petite fille, vous la couchez à 8h, vous pouvez aller la voir 2 heures après, elle ne dort toujours pas. Alors, elle fait la gymnastique dans son lit, elle bouge d'un point à un autre et elle n'arrive pas à s'endormir. Alors ça me surprend aussi parce que, quelles que soient les activités qu'elle ait eues dans la journée, elle n'est jamais fatiguée le soir. Elle s'endort combien d'heures après le coucher ? Elle s'endort 2 heures après être couchée. Elle ne dort pas. Alors, par moments, elle est calme, elle ne bouge pas. Mais si on va voir tout doucement, non, elle dort pas. Alors, des fois, ça lui arrive de se lever, de refaire un jeu,
Et elle n'arrive pas à trouver elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ah oui, ça, pour en avoir, elle en a, oui. Oui, mais elle a du mal à s'apaiser, à se calmer, à trouver un peu de tranquillité. Et depuis l'âge mais elle reste dans sa chambre quand même, néanmoins. Elle cherche pas... Non. Oui, c'est ça. Depuis l'âge de 1 an et demi, 2 ans, moi j'avais remarqué qu'elle se mettait en compétition avec sa grande sœur. Elle voulait faire exactement ce que faisait sa grande sœur, et même des fois mieux. Mais il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle trouve sa façon d'exister. Mais la maîtresse à l'école ne dit pas, justement, elle n'est pas agitée, elle ne perturbe pas. Non. Donc elle sait bien se canaliser quand elle veut. Non, c'est la mais maison. peut-être qu'effectivement, ça serait important de trouver des moments, toute la famille un peu chamboulée là aussi par l'arrivée du bébé, les parents doivent être un peu fatigués, il y a les nuits blanches, donc il y a tout le monde un peu sous tension aussi peut-être. Hein, mais ça commençait déjà un peu avant. Et bon. Mais avant il y avait la grossesse, elle s'attendait peut-être le bébé qui allait arriver. Il faut laisser à chacun le temps de retrouver un peu ses places, retrouver ses marques et la rassurer sur sa place justement. Le papa n'est pas patient. Et c'est un papa qui ne sait pas jouer avec ses enfants, vous voyez. C'est votre gendre. Oui, c'est ça. Et je trouve ça dommage. Il y a elle va avoir à composer avec ce papa-là. Hein. Ah oui, il faudra qu'elle s'y fasse. Oui. Et moi, ça m'arrive, on habite loin les uns des autres, et quand ça m'arrive d'aller passer une semaine chez eux, moi je m'entends parfaitement avec elle. Je lui parle beaucoup. Quand on est dans la rue, je lui montre plein de choses pour essayer de l'intéresser à ce qui est autour d'elle, quoi. Et moi, avec moi, j'ai jamais de soucis. Mais quand j'entends son père dire « Oh, j'en ai marre », ça me fait mal au cœur de l'entendre dire ça, quoi, parce que elle est mignonne, en plus elle est jolie comme un cœur. Oui, mais elle a beaucoup d'atouts pour elle, hein, cette enfant. Elle sait se faire aimer, elle sait, vous voyez. Donc, ce qui serait problématique, c'est que pour exister, et parfois il y a des petits enfants comme ça, pour attirer l'attention sur eux, ils font bêtise sur bêtise et du coup c'est l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire qu'ils se font mettre à l'écart, rejeter, punir. Bon, or, vous voyez, avec la maîtresse, elle aime beaucoup la maîtresse, donc elle sait. Vous aussi, on sent que quand vous parlez d'elle, d'ailleurs, elle a bien su attirer votre attention. Vous me parlez pas de la petite dernière qui vient de naître, qui pourrait occuper votre esprit. Vous me parlez pas de l'aînée, vous me parlez de qui? Que d'elle. Donc, elle est très futée. Et elle sait très bien trouver... alors, peut-être qu'actuellement, c'est un peu amplifié parce que... ils sont nombreux sur les rangs, là. Hein. Il faut trouver sa place, mais lui laisser le temps. Par rapport à la grande, elle est grande par rapport à la petite. Voilà. Alors, on lui demande de faire des choses. C'est sûr qu'elle sait faire, mais je pense qu'elle les demande pour que si on s'occupe d'elle. Par exemple, mais les parents, peuvent justement la rassurer. Oui. En lui disant que, en valorisant ce qu'elle fait bien, ses qualités, c'est-à-dire que justement on la mette pas en comparaison. Vous avez raison, entre la grande et la petite. C'est ça, en étant comme ça dans cette place au milieu, il y a l'aînée, même si elle a pas beaucoup plus qu'elle, 1 an et demi. Mais 1 an et demi, ça compte à cet âge-là parce qu'il y a des acquisitions que l'on apprend. 1 an et demi, c'est énorme dans une vie d'enfant. Et puis la petite dernière, donc pour qu'elle puisse. Si vous voulez, la difficulté des parents, quand il y a une fratrie comme ça, c'est de pouvoir individualiser leurs enfants. Chacun a sa personnalité, et de pouvoir, si c'est possible, là, avec le bébé qui vient d'arriver, mais avoir des moments un peu... privilégiés. Oui. C'est-à-dire pas que ça soit forcément, ils sont tout le temps ensemble, et notamment peut-être l'aînée et celle de 4 ans. Avoir des moments à consacrer à l'un. Les enfants aiment beaucoup ça, hein, quand on individualise des petites sorties, des petites promenades. Ils se sentent uniques dans le regard de leurs parents. Ou vous allez peut-être les avoir un peu l'été. Oui, début juillet, je vais les retrouver, oui. Bon, donc vous allez vous créer des moments privilégiés, puisque vous êtes très attaché à toutes vos petites filles, mais celle-là vous plaît beaucoup apparemment aussi. Je pensais que cette petite fille-là allait s'intéresser au bébé et aller, quand sa maman changeait la couche, par exemple, aller avec elle, regarder comment elle faisait. Parce que quand elle était plus petite, elle avait sa poupée, elle avait une couche de la taille de la poupée et elle mettait de la pâte à modeler dans la couche pour imiter le caca, vous voyez? oui. Non, mais là, s'intéresser au bébé qui intéresse tellement sa maman, c'est un peu énervant. Ben voilà, c'est ça. Oui. Et puis c'est peut-être ce que fait l'aînée, même si elle est encore petite à 5 ans et demi. Oui.
Mais bon, ce bébé peut-être l'embarrasse un peu là, l'embête un peu. Je pense qu'elle était un peu de place à son avis. Autant sa poupée, elle peut la manipuler comme elle veut, et puis c'est elle qui est aux commandes, hein, vraiment. Oui, bon, c'est elle qui met la couche, elle met la pâte à modeler, elle fait tout. C'est elle qui commande, hein, comme elle dit aux autres enfants. C'est elle qui décide. Alors que là, elle est trop petite pour qu'on lui laisse s'occuper de sa petite sœur. Elle est bien trop petite. Elle peut pas changer la couche, elle peut pas. Bon, donc elle est sur la touche là. C'est jamais agréable d'être sur le banc de touche. Elle lui taper sur la tête de temps en temps, vous voyez. Oui, elle manifeste un peu d'agressivité. Si elle pouvait lui taper sur la tête un peu plus, bien sûr. Mais il vaut mieux qu'elle le manifeste comme ça. Ça ne veut pas dire qu'après, elle sera pas proche de sa petite sœur. Mais c'est bien qu'elle manifeste par certains gestes. Évidemment, les parents contrôlent toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Ou par des paroles. Dire, c'est bon, quand est-ce qu'on le ramène à l'hôpital C'est bien que les enfants expriment un peu de jalousie. Qu'ils s'autorisent à l'exprimer. Rassurez-vous, il n'y a rien de... Moi, je trouve qu'elle a... Dans ce que vous me dites, elle a beaucoup de ressources, beaucoup de jeux, beaucoup de cartes dans son jeu. Hein. Oui. Donc, elle sait très bien s'adapter, réagir. Peut-être qu'effectivement, le soir, il y aurait un petit rituel, un peu d'endormissement pour l'apaiser un peu. Peut-être trouver quelque chose qui pourrait l'apaiser. Moi, quand je suis chez eux, c'est 10 livres d'histoire qu'on me prépare le soir à lire avant de la laisser. Hein. Elle vous demande ? Ah oui, elle prépare sa pile de livres et elle me demande de lire les histoires. Alors, on enchaîne. Et ils n'ont pas le temps, les parents, de le faire ? Pas beaucoup, puis je pense que ça les intéresse pas trop non plus. Ça. Je trouve ça dommage. Quel dommage, c'est tellement... ils doivent être bousculés. C'est tellement... C'est comme ça qu'on apprend le goût de la lecture aux enfants, en leur lisant des histoires. Puis l'histoire, au moment du coucher, c'est merveilleux. Ah oui, ça, moi, je me régale, mais bon, hein, laissons les choses rentrer un peu dans l'ordre. Peut-être quand le bébé, quand il n'y aura plus les nuits blanches et tout. Vous pensez pas ? Je dois vous laisser. Oui, d'accord. Merci en tout cas de votre appel. Merci de vos conseils. Au revoir Hélène. Bonne nuit. Au revoir. De votre libre antenne et vous pouvez continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous. Vous pouvez aussi réagir à tout ce que vous entendez par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Et tout de suite, c'est Clarisse qui est avec nous. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça serait pour parler des enfants qui sont placés, vu que j'ai une audience demain. J'ai une audience à comparaître. C'est le père qui m'oblige à comparaître demain au tribunal. Et je vous avouerai que là, je suis un peu... je sais pas à quoi faire. Un peu inquiète de la façon dont ça va se dérouler. Oui, c'est ça. Alors, ils ont été placés tous les deux. Ils ont été placés il y a combien de temps ? Le deuxième a été placé depuis sa naissance et le premier à l'âge de 9 ans. Et il en a 13. D'accord. Et depuis sa naissance, le premier ? Oui. Non, le deuxième. Le deuxième. Il a quel âge ? Il est né en 2005. Vous voyez, je suis tellement... Je ne sais même plus, oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Qu'est-ce qui fait que en fait, c'était pas une demande de votre part. Non, ils vous ont été au départ retirés. C'est que le premier, je l'ai eu depuis sa naissance. Il a été prématuré. On s'en est bien occupé. Et après, il y a eu une naissance, il y a eu une grossesse non désirée. J'ai fait un espèce de postpartum. J'étais vraiment pas bien, j'étais tout le temps en train de pleurer et tout. Et du fait, l'équipe médicale a jugé bon de... en fait, au début, ils voulaient pas me donner l'enfant et après, ils me l'ont confié et puis l'enfant est mort né. Enfin, est mort de la mort subite du nourrisson.
Et après, j'étais vraiment pas bien et tout. Et après, bon, je sais pas si c'est pour combler un vide ou je sais pas. Et après, il y a eu le deuxième qui est arrivé. Et là, ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur, je sais pas, vu que c'est vrai qu'il y avait de la violence aussi dans notre couple, c'était pas un couple, enfin, il était vraiment devenu bancal, le couple. Et vous êtes toujours avec non, le père? Non, pas du tout, on s'est séparés, enfin, je me suis séparée, ça fait depuis juillet 2011 que je me suis séparée de lui, je suis partie comme ça, sans rien lui dire. Je suis partie, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Et cette audience demain, c'est avec le juge pour enfants? C'est le juge familial, parce qu'en fait... Le juge aux affaires familiales, d'accord. Oui, voilà. Parce que vu qu'il y a une requête de rôle qui a été annulée, le père a fait une redemande. Et en fait, il m'oblige à comparaître, en fait. Et je voulais savoir justement si j'étais obligée d'y aller. Et qui vous oblige? C'est ça, le père, il est présent? Il n'est pas présent non plus pour eux? Il n'est pas présent. Si, c'est lui qui s'occupe d'eux. Parce que moi, vous me dites qu'ils sont au foyer, tous les deux? Oui, mais parce que lui, il les voit souvent, mais pas moi. Pourquoi? J'ai coupé court, je me sentais pas bien. J'étais... Depuis que mon grand, on me l'a pris, j'ai tout coupé. Je les ai plus vus. Est-ce que vous avez suivi, vous, un peu, vous pouvez parler de tout ça, d'une histoire qui est en arrière-plan, qu'on peut deviner très lourde? J'en parle à personne, je le garde pour moi. C'est le problème, justement. Le problème, il est là, Clarisse. C'est qu'il y a une histoire, il y a votre histoire à vous, qui se dessine en filigrane derrière ce que vous dites. On n'arrive pas dans une telle situation comme ça. C'est-à-dire, on a dû d'ailleurs vous dire de vous occuper de vous, d'aller parler de vous, de votre histoire, pour peut-être un jour renouer un lien, un dialogue avec vos enfants. Or, si vous ne faites rien déjà pour vous occuper de vous et parler de vous, de votre vie, de votre histoire, peut-être d'enfant, qui vous amène à... Comment? J'en ai honte parce que j'ai honte de moi parce que je me dis que voilà, j'ai abandonné 2 enfants. Vous êtes dans l'incapacité à vivre, et puis voilà. Oui, mais cette honte... C'est vrai, oui, je suis vraiment, je le sais que je suis pas capable de les élever. Mais c'est important. C'est important déjà de dire que vous ne vous sentez pas... Oui, et d'une certaine façon, vous leur donnez une possibilité de se construire. Dans un cadre où on va leur donner des repères et où ils peuvent grandir, se développer et faire avec... Je me suis dit que comme je leur servais à rien, puis peut-être que je leur ai fait du mal, donc c'est pour ça que je me suis effacée complètement, en fait. Et qu'est-ce que vous appréhendez tant demain? C'est-à-dire vous le vivez comme un jugement à nouveau, cette audience? Je vis comme un jugement, je ne sais pas quoi faire. Oui. Vous avez peur. Qu'est-ce que vous savez pas quoi faire? C'est-à-dire vous avez peur qu'éventuellement on vous redemande encore si vous êtes si vous seriez prête à vous occuper de vos enfants et d'avoir à dire que vous ne vous sentez pas capable de ça? C'est même pas ça, c'est plus par rapport au jugement. Je sais pas du tout en fait qu'est-ce de toute façon, il y a pas va en découler. Est-ce qu'ils seront à l'audience? Non, les enfants ne vont pas être à l'audience. On va pas amener les enfants à l'audience avec le juge aux affaires familiales. Vous allez y être avec le père, mais vous pouvez dire que vous ne vous sentez pas capable pour le moment, de vous occuper d'eux, de leur procurer un cadre qui leur permette de grandir, de bien grandir et de se construire. En revanche, il serait important pour vous, c'est-à-dire que vous vivez en cachant ça, même dans votre entourage, vous travaillez? Il n'y a personne qui le sait. Et votre famille, à vous? Non, j'en ai parlé à personne.
Mais vous êtes en lien, vous, avec vos parents, votre famille, ou vous-même, vous avez une enfance Moi, très difficile? Très, très heureuse, c'est pour ça que je comprends pas, en fait. Vous avez une enfance très heureuse? Bah oui. Mes deux parents n'ont jamais divorcé, ils sont toujours ensemble. Oui, ça veut rien dire. Enfin, on est d'une famille très très nombreuse. Enfin, 3 garçons, 2 filles. Et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à ce point-là incapable de vous occuper des enfants? Il y a quand même des choses. Je pense que derrière ça, vous faites comme un blocage pour pas parler de ce qui vous a été compliqué pour vous. Il y a forcément un sens à tout ça, hein. Mais je pense que vous avez très peur de l'aborder, de parler de vous. Oui, ça oui, je parle jamais de moi. Oui, mais il y a une raison à ça. Quand on n'arrive pas à parler de soi et qu'on se réfugie, on tire le rideau en disant j'ai eu une enfance très très heureuse, tout va très bien. Et après, il y a une histoire, il y a cet homme déjà où vous me parlez, où il y avait de la violence dans votre couple. Bon, avec qui vous avez fait des enfants. Ça interroge des enfants où vous n'arrivez pas à être une mère pour eux, et malgré tout, vous mettez des enfants au monde. Après tout, on vit à une époque où si on ne veut pas d'enfants, si on ne se sent pas capable de les élever, on peut faire en sorte de ne pas en avoir. Or, vous avez des enfants. Voyez, donc, il y a tout ça qui pose question. Et ça, j'imagine, Clarisse, qu'on vous l'a déjà conseillé quand vous avez vu, puisque c'est pas la première audience que vous avez, avec un juge aux affaires familiales, avec un juge pour enfants, on a dû vous dire, madame, allez parler de votre histoire. Oui, on m'a toujours demandé d'aller discuter avec un psychologue ou un psychiatre, mais j'ai jamais voulu, en fait. Oui, mais c'est votre refus, il est interrogé. De quoi avez-vous si peur? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi ça vous paraît si dangereux d'aller parler de vous? Ou là, on n'est pas devant un tribunal, le psychiatre, le psychothérapeute va pas porter un jugement sur vous, il va vous entendre dans votre difficulté, dans ce que vous vivez comme une incapacité, et c'est peut-être aussi une possibilité pour vous de comprendre enfin, plutôt que de subir, parce que là j'ai l'impression que depuis ça vous ne faites que subir, y compris de vous vivre comme mauvaise, parce que vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Et puis peut-être, après tout, aussi pour vos enfants qui, en grandissant, peuvent venir, peuvent chercher à entrer en contact avec vous, ou vous-même, vous pouvez, qui sait, instaurer, créer un lien avec eux. C'est pas impossible. Mais là, vous faites comme si je suis pas capable. C'est définitif et surtout je veux pas savoir pourquoi. En tout cas, je le sais peut-être mais j'ai pas envie d'en parler. Parce que moi je pense que vous savez certaines choses. Même j'en suis certaine, mais que vous avez très peur d'en parler. Oui, c'est vrai que j'ai pas envie d'aborder certaines choses, oui, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Oui, mais elles vous empoisonnent, ces choses-là. Elles vous empoisonnent, elles vous laissent penser de vous que vous êtes mauvaise, incapable. Et elles ne laissent aucune perspective, enfin, vous voyez, d'avenir, de possibilité, après tout. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à être fataliste aussi. Oui. Il m'arrive quelque chose, en fait, je poursuis pas, je suis pas combattante. On voit bien, vous laisse tomber tout de suite, en fait. Oui, on voit bien que vous avez, à un moment, on place vos enfants, bon. Après, vous ne cherchez plus à entretenir de liens, comme si c'était une sanction-punition. En fait. Comment ? Comme si tout était cassé, en fait. Comme s'il y avait... Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui sont cassées, effectivement. Il y a des choses qui ont en vous été cassées, dont il faudrait parler. C'est vrai que ça me fait vraiment peur, parce que c'est vrai que... Oui, parce que c'est remué. Je ne sais pas si je dois y aller, je ne sais pas si c'est remué, c'est remué. Si vous le vivez comme quelque chose d'obligatoire, la preuve que non, c'est pas obligatoire. Vous voyez, vous avez... tout ça, les faits remontent à 9 ou 10 ans. Et on vous a pas obligé à consulter. Vos enfants grandissent.
avec des personnes qui s'occupent d'eux, et bien d'eux, et qui peuvent effectivement devenir des adultes très bien. Des adultes en devenir, oui. Mais en tout cas, ça serait important aussi pour vous de ne pas rester sur ce constat terrible d'échec et d'impuissance, où vous dites, bon, j'ai pu faire du mal, j'ai pu... Il n'y a pas de fatalité, justement. Je ne crois pas à une fatalité dans ce que vous me décrivez. Je crois qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui explique qu'à un moment, vous n'ayez pas pu effectivement vous occuper, être une mère. C'est pas, vous savez, c'est pas. On parle d'instinct. Contrairement aux animaux, on n'est pas programmé. Alors il y a des personnes qui d'emblée vont établir un lien avec l'enfant qu'elle porte. Mais l'enfant, c'est aussi l'idée, enfin le lien qu'on construit, le bébé qu'on a dans la tête, dans son imaginaire, et puis ça renvoie beaucoup au bébé, à l'enfant qu'on a été. Et donc il y a des femmes qui ne peuvent pas, qui ont été empêchées du fait de leur histoire. Et c'est toujours important de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pour vous, pour ne pas vous enfermer dans cette image, dans cette honte qui vous empêche d'avancer. Et j'ai envie de dire aussi pour vos enfants, c'est peut-être aussi ça que vous pouvez faire pour eux, même si vous ne vous occupez pas d'eux au quotidien, c'est de travailler sur votre histoire. Parce qu'en travaillant sur votre histoire, vous les aidez eux aussi. D'accord. Ouais, vous me dites oui, d'accord, mais bon, on sent comme vous avez dû dire au juge, oui, d'accord, ouais, ok. Non, mais n'en pensez pas ça me fait peur parce que ça me fait peur. Je sais pas si je dois y aller. Je sais pas. Enfin, comme j'ai pas d'avocat, je suis pas. Non, mais attendez, justement, le problème demain, ça va être assez simple. Hein. Ça va être assez simple, c'est-à-dire que rassurez-vous. On ne va pas vous dire comment ça, madame. Alors, vous ne voulez encore pas vous occuper de vos enfants. Vous n'allez pas repartir avec vos enfants sous le bras. On ne va pas vous les confier comme ça. On sait bien que c'est pas possible. Non, mais vous pouvez avoir peur finalement. On sent bien. C'est finalement non. Ce qu'on ne parle plus. C'est presque comme si qu'on m'en parle plus, comme si ça n'avait jamais existé. Mais évidemment. Non, mais je pense qu'ils vont me poser la question de pourquoi vous n'êtes jamais venu les voir, pourquoi vous ne rétablissez pas une relation. Enfin, ça, je sais que c'est ça, quoi, en fait. Mais parce que vous avez l'impression parce que je sais pas. Mais parce qu'il y a plein de choses qui vous font très peur et qu'effectivement on vous les enlève, c'est presque un soulagement à ce moment-là. Et après, comme vous dites, c'est la fatalité et il vaut mieux pour eux peut-être qu'ils soient placés, vous dites. Mais vous, c'est comme si après vous essayez de chasser de votre esprit ça. Or, évidemment, ça fonctionne pas comme ça. Ou alors, on peut procéder effectivement à une déchéance d'autorité parentale. On peut dire que on ne l'a pas fait, ça. Ben justement, c'est ça. C'est le père qui demande à qu'il ait la garde, mais que pour lui, exclusive. Et ça, j'ai peur, en fait. Ben, vous pouvez dire que pour le moment, oui, en tout cas, vous le dites, vous n'êtes pas en état, mais que peut-être, déjà, ce que vous pourriez faire... Non, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais perdre dedans, sur ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis vraiment perdue, en fait. Donc, c'est tout. Vous avez envie aussi de dire peut-être de vous donner une chance, mais pour ça, ça veut dire qu'il va falloir aller un peu parler de vous et vous confronter à vous-même et à vos peurs. Parce qu'effectivement, sinon, dans un an, vous allez me rappeler, vous allez me dire, j'ai une audience demain, qu'est-ce que je dis ? Alors pendant un an, vous mettez tout ça de côté, ou dans 2 ans, vous mettez tout ça de côté, et puis à un moment, la réalité vous rattrape. Ah oui, j'ai des enfants que j'ai placés, et puis on me demande. C'est-à-dire qu'en vous demandant, on vous dit où vous en êtes, comment allez-vous ? C'est aussi ça. Et vous ? Après tout, on vous a pas classé définitivement comme une femme qui était mauvaise mère. On sait que derrière ça, il y a des parcours de vie souvent très difficiles. Derrière la belle image que vous me présentez là. Et qu'il y a quelque chose de... Je vous assure que c'est vrai. J'ai pas... écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'interroge. Ou alors, vous avez peut-être des troubles, vous souffrez et vous ne me le dites pas, de troubles psychiatriques. C'est peut-être aussi une réalité.
Non, vous n'êtes pas suivi. Alors, moi, je pense que vous vous défendez beaucoup de quelque chose qui vous fait peur, dont vous n'avez pas envie de parler, et donc, effectivement, on est dans une situation bloquée. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas envie non plus qu'on retire complètement tout et qu'il y ait une déchéance d'autorité parentale. Ce qui peut arriver, effectivement. Je ne sais pas comment ça se passe. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous êtes prête. Donc, c'est pas la veille. C'est-à-dire que là, on voit que vous êtes dans la panique. Et ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que il y a quelque chose qui vous échappe dans cette histoire. Et pour vous réapproprier un peu votre histoire, il n'y a qu'une solution. C'est d'aller en parler, et pas devant un tribunal, pas devant un juge, mais devant quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, vous aider à dénouer les fils, vous aider à parler aussi, puisqu'il n'est pas là pour vous juger. Il est là pour essayer que vous compreniez un peu. Et comme le dit Christelle, parler, ça soulage aussi. Au lieu de rester enfermé dans cette coque de honte et de tout cacher, c'est aller parler de vous. Parce que c'est mal vu aussi, une femme qui a des enfants mais qu'elle s'en occupe pas, c'est très très mal vu, quoi. Donc c'est un peu tabou. C'est vrai, socialement, oui, il y a l'image de la mère qui devrait être bonne d'instinct pour son enfant, mais on sait que la réalité peut être tout autre et qu'effectivement on vient pas, on ne dit pas il y a un instinct comme ça où on est programmé. Ça serait plus simple si on était programmé. Si effectivement on porte un enfant, l'enfant vient au monde, d'emblée on a des sentiments pour cet enfant. Mais c'est toujours le fruit d'une histoire. C'est pas programmé dans nos gènes, c'est pas quelque chose d'instinctif. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et on revient à fond dans ce schéma-là de la mère déifiée, sanctifiée, tout ce que vous voulez. C'est pas si simple et qu'effectivement les mères qui sont très en difficulté, malheureusement, souvent n'osent pas en parler avec tous les risques que ça comporte, parfois effectivement de mauvais traitements d'ailleurs. Mais si vous voulez, on ne devient pas une mère maltraitante ou une mère qui rejette ses enfants par hasard. C'est le fruit de toute une histoire. Cette histoire sur laquelle vous pourriez vous pencher un peu pour vous. Et peut-être c'est la première chose que vous pourriez faire pour vos enfants. Allez parler un peu de vous. Parce que vous le vouliez ou non, vous faites partie de leur histoire aussi. Même si vous n'êtes pas présente dans leur quotidien. On leur parle de leur histoire et donc on leur parle de vous qui pour le moment n'êtes pas en mesure de vous occuper d'eux. Et déjà, le fait qu'ils soient confiés, d'accepter qu'ils soient confiés, c'est finalement les protéger et donc d'une certaine façon être maternelle pour eux, puisque vous les confiez à des gens qui, eux, peuvent s'en occuper. Donc, allez en parler, vraiment. Cette fois-ci, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour vous et pour eux. Bon courage, Clarisse. Très bien, merci. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, mais voilà, j'appelle parce qu'en fait, j'ai un petit souci, ou même un gros souci, c'est que j'ai perdu mon mari il y a à peine un an. Et mon mari est décédé d'une crise cardiaque très violemment. Il est mort dans mes bras, en fait. Oui. Et pour lui, c'est une belle mort, pour lui. Oui, je ne sais pas s'il y a des belles morts, oui. Mais... Oui, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qui lui est arrivé. Mais il était soigné déjà pour le cœur. Et voilà, un jour c'est arrivé. J'ai toujours pensé que ça arriverait le plus tard possible. Et puis voilà, c'est arrivé 3 ans après notre mariage. On est restés 13 ans ensemble, en fait. 13 ans, et vous étiez mariés, qu'est-ce qui a fait, justement? Vous aviez décidé de vous marier? Voilà, j'avais été mariée, j'ai divorcé, j'avais des enfants avec le papa de mes enfants. Et puis ensuite, je l'ai rencontré, voilà. Oui. Et on a vécu ensemble. Oui, mais c'est ça, mais 13 ans, c'est ça, hein, vous avez vécu 13 ans ensemble. Et pourquoi, au fond, vous avez décidé de vous marier au bout de 10 ans, non? Voilà, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà des enfants, donc je les élevais. Oui. Et lui avait ses enfants aussi. Donc, en fait, voilà, on était l'un chez l'autre. Lui élevait les siens, moi j'élevais les miens. Parfois on élevait nos enfants ensemble. Ah oui, donc vous aviez pu vous consacrer enfin l'un à l'autre, vraiment. Exactement, voilà. On a attendu patiemment que les enfants grandissent et ensuite on a pu penser enfin à nous, quoi. Oui. Voilà. Et en fait, ce qui est embêtant maintenant, c'est que je suis seule. Je suis toute seule. Les enfants, les miens sont grands. Ils sont adultes même. Hein. Je suis même mamie, mais j'ai un fils qui est très loin d'ici.
avec ma petite fille qui est née. Et ce qui me gêne, c'est que j'ai souvent cette impression, cette envie même de partir avec lui en fait. Alors j'ai pas envie de me suicider, c'est pas ça. Mais souvent je lui parle, je lui dis mais en fait la vie sans toi est ennuyeuse. C'est quand tu m'emmènes. C'est ça, je voudrais avoir des conseils pour que ça ne puisse pas revenir parce que c'est très gênant en fait parce que j'arrive pas à Non, mais comme vous le dites, c'est pas un désir d'en finir. Il y a pas d'idée suicidaire derrière ça. C'est que il vous manque. La vie sans lui est difficile et vous lui parlez comme si finalement vous attendiez. Enfin, peut-être que même au moment où vous lui parlez, où vous exprimez à voix haute ce qui vous oppresse, ce qui vous rend triste, à ce moment-là, au moment où vous le formulez comme ça, est-ce que vous vous sentez pas déjà un peu mieux de pouvoir le dire? Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, même souvent ça s'arrange les choses. C'est moi, je pleure beaucoup et je dis écoute, arrête de me faire pleurer. Et je pleure plus souvent. Mais oui, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est compliqué de faire face à l'absence. Donc vous parlez à vous-même, vous lui demandez presque comme s'il allait vous aider, vous soutenir, et puis comment trouver d'autres repères, comment avancer finalement. Oui. Parce que ça vous est tombé dessus. Ça a été quand même très brutal. Oui, c'était brutal, oui, beaucoup. Alors évidemment, pour lui, il était cardiaque, il était suivi pour ça. Oh oui, il avait des médicaments, il était très sérieux. Au point qu'il vous disait que finalement, c'est ce qu'il, comme mort en tout cas, c'est ce qu'il se souhaiterait, c'est ne pas souffrir, ne pas... Oui. Donc déjà, il avait déjà eu un arrêt cardiaque incomplet il y a 23 ans. Son cœur s'était arrêté. Mais jeune alors? Oui. Il est mort assez jeune, mais quand ça lui est arrivé, il était jeune. Et il avait donc eu une expérience de la vie après la mort. Et, une expérience de mort imminente. Oui, c'est ça, voilà. Il me disait que, en fait, la mort, c'était un soulagement. Et sans arrêt, il me plaisantait avec ça. Il me disait, oh là là, parce que c'est vrai qu'il n'en parlait jamais, il ne vivait pas comme un malade, mais ses médicaments étaient très lourds. Le matin et le soir, il en avait beaucoup à prendre. Il vous parlait de ce qu'il avait vécu à ce moment-là, quand il avait fait cet arrêt cardiaque, où il parlait de soulagement? C'est-à-dire à ce moment-là, il ne souffrait pas, lui. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, il n'a pas vu, comme des gens diraient, un tunnel avec une lumière au bout. Ouais. Non, lui, il a senti que... Il m'a dit, ça, c'est une... On sent toute la douleur comme une paix, quelque chose qui n'existe pas dans notre monde, à nous. Voilà, comme si tout partait... Et voilà, c'est le mot soulagement. C'est vraiment ça, quoi. Oui, comme si là, il y avait, en tout cas, il n'y avait plus la douleur, il y avait un apaisement. Voilà, c'est ça. Enfin, quelque chose que les gens disent avoir du mal à définir parce qu'il n'y a pas de référence. Non, ça n'existe pas. Quand on dit dans ce monde-là, il y a quelque chose, qui n'est pas... Il en parlait assez facilement ou c'était... Il y avait une pudeur à en parler? Non, il en parlait. Non. Il n'avait pas peur d'en parler. Bon, il n'en parlait pas à tout le monde, mais il en parlait avec moi. Parce que les personnes qui ont vécu ce type d'expérience, qui maintenant est même est analysée, au sein des hôpitaux, on essaye de recueillir leurs témoignages, des médecins essayent de recueillir leurs témoignages pour essayer de comprendre, si tant est qu'il y a quelque chose à comprendre, mais d'approcher peut-être ce qui nous échappe. Et de pouvoir les soutenir aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'après ce qui est compliqué, c'est peut-être de pouvoir en parler, le sentiment de ne pas être compris ou c'est quand même une expérience extrême, puisque
et qui peut marginaliser un peu, enfin qui peut être difficile. Donc souvent on propose un soutien à ces personnes-là. Mais en tout cas, lui, c'est pas quelque chose qui l'effrayait. Non, du tout, non. Non. D'ailleurs, il a écrit un livre, il a appelé ça des poèmes, et je m'en suis jamais vraiment souciée parce que quand je le lisais, c'est ce qu'il écrivait quand je le lisais, quand il était vivant, je ne comprenais pas ce qu'il écrivait. Oui. Et maintenant qu'il est parti, tout est clair, je comprends tout ce qu'il a écrit en fait. Il a écrit un peu, c'est comme de la philosophie ce qu'il a écrit. Il a écrit ce que c'est que de vivre et ce que c'est de mourir et ce que c'est que le passage de la vie à la mort et tout ça, il a écrit. Et c'est vrai qu'il a laissé quelque chose, une trace de ça, mais... Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous aide ou qui vous encombre un peu aujourd'hui, justement? Mais non, ça m'aide, moi. Enfin, comment vous dire ça? C'est grave parce que maintenant que j'ai vécu ça avec lui, je me dis que ma vie ici, j'ai l'impression qu'elle n'est pas intéressante, vous voyez? Voilà, c'est un peu le risque. C'est ce que, en vous écoutant, c'est ce que je me disais. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose dans cette vie après la vie, ou ce qu'il avait écrit, ou ce qu'il avait entreaperçu, puisqu'on parle d'expérience de mort imminente, mais pour autant la personne est revenue, enfin est vivante, sinon personne n'est revenu de l'au-delà, hein. Donc oui, bien sûr, ouais. ça peut vous c'est comme si le risque c'est que vous soyez un peu attiré comme idéalisé comme si après il y avait quelque chose de mieux, de différent, de mieux, et que ça vous empêche au fond d'être dans cette vie-là que vous avez vous à vivre. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Parce que là, vous êtes dans un entre-deux. Voilà, qui est le temps du deuil aussi, qui est le temps du deuil. Hein. Forcément, vous êtes. Il y a quand on perd comme ça un être cher, on est entre deux. Il y a cette absence qui est tellement lourde à porter, qui fait que on éprouve le besoin de parler comme si la personne était là ou pouvait nous entendre. Et après tout, on n'en sait rien, personne n'a la solution à ça. Mais l'important, c'est que vous, dans cette vie-là que vous avez à vivre et qui vous reste à vivre, c'est de trouver une forme d'apaisement. C'est-à-dire de pouvoir... Alors, j'essaye de combler ça par... donner un autre sens. Que je n'arrivais pas à faire avant, quand on était ensemble, parce qu'on avait une autre vie. Donc, je fais des choses pour les enfants, parce que j'ai un métier qui est auprès des enfants. J'aime la musique. Mon papa était musicien, donc j'essaie de transmettre. Moi-même, je suis musicienne. J'essaie de transmettre des valeurs qu'on m'a transmises, vous voyez. Mais ça, même si je fais ça, quand même, quand je rentre à la maison seule, c'est surtout quand je suis seule, en fait. Il y a des moments, je me dis, punaise, mais viens me chercher. Tu vois bien que, je fais tout ce que je peux, mais visiblement, mais parce qu'il vous manque. Suffisant. Mais oui, mais je crois que c'est... On peut pas faire l'économie de ces moments-là. Est-ce que finalement, ces moments-là aussi, ça vous fait pas du bien aussi de vous retrouver à certains moments seul et de pouvoir penser à lui et lui parler? Ce qui serait problématique, c'est si ça envahissait toutes vos journées et que vous n'ayez plus aucun autre centre d'intérêt, aucune autre pensée, que vous ne soyez plus tourné vers les autres. Or, dans ce que vous me dites, c'est qu'à travers la musique, vous êtes en lien avec les autres. Oui, vous êtes en relation et ça vous fait plaisir. Comment ? J'ai un métier public, je vois beaucoup d'enfants, beaucoup de gens autour de moi. Et ça, vous le faites là quand vous êtes dans ces échanges-là. Vous êtes pleinement présente à ce que vous faites avec ces personnes-là ? Oui, vraiment. C'est important ça. Oui, je suis dedans, vraiment. Et puis après, quand je parle de mon mari, je vois, même avec les enfants avec qui je travaille, quand je parle de mon mari, les enfants l'ont connu aussi. Et quand je parle avec eux,
à certains, ceux qui l'ont connu le plus, j'en parle comme si je transmets quelque chose que lui disait. Voilà, par son métier, par exemple. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était peintre. D'accord. En bâtiment. Oui. Mais il était connu parce qu'en fait, c'est un monsieur très gentil que les gens appelaient souvent et il était très relationnel en fait. Voilà, donc beaucoup de gens le connaissent aussi. Mais là, il y a un équilibre dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a ces moments où vous êtes pleinement dans la vie, pleinement en relation, avec les personnes que vous rencontrez, avec qui vous partagez les choses. Et puis des moments où effectivement vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez seul, et là où vous êtes confronté à l'absence, au manque, mais où finalement vous êtes encore habité de sa présence, de son amour, de tout ce qui vous porte aussi. Et ces temps-là sont peut-être indispensables. Vous pouvez pas faire comme si, vous voyez, ça fait 1 an, c'est très court 1 an. Oui, c'est très court. Oui. Ce qui serait embêtant pour vous, c'est si vous n'arriviez plus à avoir d'autres liens. Si vous étiez en boucle, je vais dire de façon un peu familière, c'est-à-dire complètement obsédé, toujours uniquement tourné vers lui et plus vers les autres. Là, c'est des temps qui vous sont nécessaires aussi, parce que il faut bien traverser ça. Vous ne pouvez pas toujours rentrer chez vous et faire comme si de rien n'était. C'est pour ça que j'avais besoin de conseils, parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais pas quelqu'un de normal. Je m'excuse de dire ça, mais je me disais, mais à quoi est-ce que c'est normal dans la solitude, de demander à son mari de venir le chercher, quoi, en fait. Oui, mais vous dites bien que c'est une façon de lui parler, de continuer finalement en vous parlant aussi à voix haute, comme ça, en lui parlant. C'est une façon d'exprimer aussi ce que vous ressentez, c'est-à-dire la peine que vous ressentez parce qu'il vous manque. Mais c'est pas comme si vous étiez dans des pensées en permanence envahies par des pensées suicidaires, où vous êtes dans une envie de mourir. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, voilà, c'est ça que j'avais peur. J'avais peur d'avoir des pensées comme ça. C'est un moment, c'est un moment, semble-t-il, de votre vie où la vie sans lui, vous dites, vous paraît ennuyeuse, c'est-à-dire qu'il vous manque quand vous rentrez chez vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous voulez en finir avec la vie. C'est cette vie-là qui est compliquée sans lui. Et il faut du temps. Enfin, il faut du temps pour petit à petit apprivoiser l'absence et faire en sorte que vous puissiez penser à lui, mais sans lui demander de venir vous chercher. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez réinvestir votre vie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera plus présent dans vos pensées, mais en tout cas pas de façon aussi, aussi pesante par moment. Oui. C'est le temps, vous savez, il faut un temps pour le deuil. Hein. Oui, je pense qu'il faut un temps, oui. Et c'est ça, mais pour ressentir un peu, que les choses un peu s'allègent. Vous voyez ? Oui. Et je trouve que on peut pas faire l'économie quand on a perdu un être cher de ces moments où on est dans cette tristesse, dans ces pensées qui nous relient à l'être aimé. Ça fait partie de ce travail aussi psychique de deuil. Et parler à voix haute, enfin, je veux dire, lui demander, c'est quelque chose, je crois que l'on fait tous dans ces moments-là. Alors, j'essaye de communiquer avec lui. J'allume une bougie et je mets sa photo. Il y a sa photo à côté. Vous voyez, j'entretiens quand même une relation depuis qu'il est parti. Oui, mais bien sûr, là, c'est pas parce que la personne n'est plus là, n'est plus en vie, que tous les sentiments qu'on nourrissait pour elle, tout ce qu'on éprouvait pour elle, ça disparaît pas avec la mort physique. On peut pas. C'est ce qui est d'ailleurs très difficile, c'est tous ces sentiments, tout cet amour qui nous reste sur les bras.
Oui, parce qu'en fait, c'est un homme qui avait beaucoup de générosité. Beaucoup de générosité. Et en fait, à travers il avait l'air quelqu'un de tout à fait ordinaire, mais de par l'expérience qu'il avait vécue, oui. En fait, c'était quelqu'un plutôt même d'extraordinaire. Parce qu'il avait une façon de vivre, de parler, on ne pouvait pas savoir, il n'en parlait jamais, mais c'était justement cette expérience-là qui l'avait fait changer lui aussi. Mais les gens qui ont vécu ce genre d'expérience, en général, disent qu'effectivement leur relation aux autres, au monde, change. Il y a souvent beaucoup de spiritualité après dans leur parcours. Et y compris des gens qui n'étaient pas religieux au départ, qui n'étaient pas croyants. Oui. Je reçois un petit message d'Osiris qui dit mais chaque pensée vers lui vous rapproche de lui. Et puis c'est-à-dire que vous avez besoin de vous rapprocher de lui, mais c'est un besoin qu'on peut comprendre légitime. Et puis petit à petit, ça va moins peser sur vous. C'est-à-dire que vous pourrez penser à lui, mais sans lui demander d'être auprès de lui pour trouver une forme d'apaisement. C'est-à-dire que dans votre vie, petit à petit, vous allez vous trouver d'autres repères. On a Bernadette qui est avec nous, et comme je vois qu'il est minuit 54, je vous propose qu'on l'accueille ensemble parce qu'elle vous a écouté attentivement et elle voudrait vous parler. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié le prénom de la dame avec qui vous conversez. C'est Sylvie. Sylvie. Alors bonsoir Sylvie aussi. Bonsoir. Voilà, moi je voulais donner un tout petit témoignage, mais je ne vais pas être prétentieuse, mais j'ai vécu cette expérience qu'on appelle une NDE. En anglais, c'est Near Death Experience. Donc, je l'ai vécu et c'est très très difficile d'en parler parce que on était déjà dans un autre monde. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes J'ai eu un accident de voiture. D'accord. Et j'étais dans le coma. Et j'ai vécu des choses pendant ce coma assez extraordinaires. Et donc j'allais. Bon, moi j'ai vu une espèce de canal de lumière. Et c'était merveilleux. Elle a dit tout à l'heure, Sylvie, que son mari, qu'elle n'arrivait pas à dire des mots là-dessus. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette expérience, et on en parle très peu parce qu'on a l'air d'une illuminée après, ce qui n'est pas mon cas du tout. De moins en moins, quand même. On en parle un peu plus. Mais je vous dis, même dans les hôpitaux, il y a des médecins qui recueillent les témoignages. Ça avance un peu. Ça avance, oui. Mais sinon, avant, jamais on ne croyait la personne. On disait, bon. C'est vrai. En plus de ça, c'est quelque chose de tellement fou, tellement personnel, tellement plein d'amour. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien à voir, c'est un phénomène aussi très particulier qui ne ressemble pas, vous parlez de folie, ça n'a rien à voir avec les hallucinations, ce qu'on peut rencontrer effectivement dans la folie. Alors là, et je trouve que Sylvie a une chance énorme que son mari lui ait parlé de ça. Et je comprends que maintenant, bon, elle a donc un tout petit peu touché cette espèce de lumière pleine d'amour. Et je crois que si maintenant elle trouve que la vie n'a plus d'intérêt parce que son mari n'est plus là, bien sûr, c'est toujours douloureux, mais ça m'a frappée qu'elle dise la vie n'a plus d'intérêt. Mais évidemment, est ennuyeuse, hein, c'est un peu différent. Elle est ennuyeuse, c'est bien ça, Sylvie. Ennuyeuse, voilà. Ennuyeuse. Bon. Mais évidemment, elle a touché du doigt ce que son mari avait vécu, et quand elle lui parle, mais il est là parce que ce ne sont pas deux mondes séparés. Bon, alors après ça, effectivement, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous ressentez. Moi, je me sens pas du tout compétente pour entrer dans ce type d'échange parce que ça dépend après ce qu'on y met, et puis peut-être que par rapport à la demande de Sylvie, c'était aussi comment vivre avec l'absence, et est-ce que c'est normal finalement de pouvoir parler à son compagnon disparu, lui demander du soutien, quand bien même d'ailleurs ce dernier n'aurait pas vécu une expérience comme celle que vous décrivez. Elle a quand même parlé de l'expérience de son mari qui a été un avant-goût de ce qu'on appelle la mort. Oui, mais j'ai envie de dire qu'un avant-goût, parce qu'au fond, personne n'est revenu depuis. Eh bien, il y a un moment donné, on est obligé de choisir. Et il a choisi de revenir. Il y a un moment donné, c'est où je reviens,
où je pars. Oui, mais si vous voulez, Bernadette, je comprends que vous ayez vraiment envie de partager vous aussi ce que vous avez vécu, mais il y a aussi maintenant le vécu de Sylvie, ce qu'elle vit avec cette absence, et ça peut être parfois un peu encombrant. C'est bon, oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'au fond, ça peut être comme si il y avait dans cette vie, après la vie, quelque chose qui serait formidablement attirant et qui, au fond, on ne sait pas. Donc, Sylvie, elle a sa vie à vivre ici et maintenant. Il sera toujours temps après. Tout à fait, mais elle a quand même, elle a eu un contact, et le mot contact convient pas du tout, mais avec son mari qui a vécu cette expérience. Et je pense qu'il lui a donné un espèce de souffle divin, si on peut dire. Et je crois que, il me semble que quand on m'en revient, évidemment, on se dit si je suis revenue, c'est pour faire quelque chose. Mais elle a eu les paroles de son mari, cette espèce de secret, parce que c'est tellement fort qu'on peut pas arriver à en parler. Oui, mais justement, la difficulté aussi pour beaucoup de personnes qui ont vécu ces expériences. Pardonnez-moi, mais comme on arrive à la fin de l'émission, je voudrais pas seulement qu'on reste là-dessus, parce que j'ai envie de dire, Sylvie, elle est dans sa vie aujourd'hui, avec son mari qui n'est plus là, qui a certes vécu cette expérience, qui est là de toute façon dans ses pensées, et on ne sait pas effectivement, et ceux qui croient, qui pensent qu'il est là, je respecte les croyances de chacun, mais Sylvie, elle a affaire avec sa vie à elle aujourd'hui, et en tout cas il y a ce temps du deuil où l'être absent nous habite, littéralement, nous occupe, mais en même temps il ne faut pas qu'il devienne trop envahissant non plus, parce que sinon on n'est plus vraiment dans la vie. Et c'est ce que je trouve dans ce que vous dites, Sylvie, c'est que vous arrivez, ce que je trouve de très positif, vous êtes dans la vie avec les autres, et puis il y a ces moments où vous vous rapprochez de lui, et c'est un temps qui est nécessaire. Et vous allez voir, il va y avoir encore beaucoup de choses. Et puis dans votre vie, il y a aussi, vous êtes grand-mère, il y a cette petite vie qui est arrivée et ô combien précieuse. Et là aussi, qui a bien besoin de vous et d'une grand-mère à ses côtés. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour vos témoignages. Oui, merci au revoir. Beaucoup pour vos émissions. Au revoir Sylvie. Au revoir Bernadette. Belle nuit à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1.